population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous recevez sur la 94.3 Radio Cotonou et c'est un plaisir de vous savoir à l'écoute ce dimanche. Formaliser un pacte citoyen pour une ville plus résiliente, c'est la nouvelle trouvaille, bien entendu, des autorités municipales et des citoyens de la ville de Cotonou pour agir durablement contre les inondations. L'enjeu était au cœur de l'audience de reddition de comptes organisée par la mairie de Cotonou. Une action conduite par le maire Luc Nyakadia sous le regard pointu du préfet du département du littoral, Gilbert Déou Malé. Prévention des inondations et résilience urbaine, discipline de l'espace public et salubrité humaine était le thème retenu pour la circonstance. Ce dimanche, sur la Dominicale de Vérité Franc-Parler, nous ferons le service après-vente de cette démarche. Si pour cerner la portée de cette initiative, son impact et les perspectives pour la métropole. Et justement, nous recevons Monsieur Bertrand Mengleto. Il est chargé de communication du maire de Cotonou. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Naoum, je suis ravi d'être avec vous ce matin. C'est un plaisir partagé et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. Et voilà la mise en onde de cette émission. Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chipé et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 113. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 113. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Megulito. Bonjour Monsieur Naou. Je le disais tantôt, vous êtes le chargé de communication du maire de la ville de Cotonou. Je vous sais très bien, dans l'univers médiatique depuis des années. Pourquoi avoir donc changé un peu de stratégie en quelque sorte en termes de communication, laisser le micro maintenant pour concevoir? Vous avez bien raison de poser la question. C'est toujours un challenge particulier pour un homme qui a de l'ambition, qui a une certaine vision de la vie. C'est ça. De ne pas se cantonner à sa zone de confort. C'est vrai, vous l'avez dit, j'ai eu une expérience assez longue de la presse, du journalisme. Je suis entré dans ce métier en 2003. Si mes souvenirs sont bons, en 2003, avec une petite radio régionale qui se trouve encore à Alada. C'est la Voix de la Lama qui m'a donné la possibilité d'exercer une passion, parce que le journalisme a toujours été une passion pour moi. Et donc, c'est là où j'ai fait mes premières armes. J'ai eu la chance d'avoir dirigé la rédaction de cette radio. Et je suis fier de ce que j'y ai accompli avec mes collègues de l'époque qui étaient très motivés, très engagés. Nous avions réussi à transformer le journal parlé de la Voix de la Lama en la première audience de la région. C'était un exploit, ce n'était pas gagné. Nous y sommes parvenus par la force de la conviction et par la grâce de Dieu. Cette expérience m'a permis d'être appelé, je vais dire, à la radio nationale, ce qui était encore à l'époque le RTB, c'est ça, où j'ai passé quelques années au sein de la rédaction parlée la rédaction du journal de Radio Bénin. Et après ça, j'ai fait quelques piges dans des journaux, dans des médias internationaux. Et puis, j'ai atterri à la télévision Carrefour, TVC. C'était en 2016 pour y mener le projet de transformation de cette chaîne-là,
qui était jusqu'à mon arrivée une petite chaîne régionale et qui est devenue une chaîne nationale grâce au travail acharné de son promoteur et de l'équipe qui était mise à ma disposition. Nous avons réussi à faire de cette télé l'une des télés les mieux suivies de la place. D'accord. Mais j'avais le sentiment d'avoir fait le tour. C'est-à-dire, après tout ça, j'avais le sentiment d'avoir vraiment fait le tour. Et j'ai eu envie d'appuyer un peu plus sur le deuxième volet de cette passion, qui était la communication. Parce que c'est toujours une motivation particulière que de voir l'impact que l'on peut apporter à une organisation et de voir que grâce à ces conseils, grâce à ces actions, une organisation devient plus visible, plus intelligible et a plus d'impact sur ses cibles. Et donc je me suis dit, c'était peut-être le moment de changer de fusil d'épaule. D'accord. Et de passer de l'autre côté. Pourquoi la communication politique? Alors, la communication politique, oui, qui n'est qu'un pan de la communication. Tout à fait. Et qui n'a rien de particulier. C'est-à-dire que la communication politique, c'est la communication appliquée à l'action politique. Et pour moi, j'ai toujours considéré qu'il n'y a pas de différence particulière entre celui qui fait la promotion d'un acteur politique ou d'une institution politique et celui qui fait la promotion d'une entreprise. Parce que il y a un produit à designer, à piloter et je vais le mettre entre plusieurs griffes, vendre au public. Parce que si votre produit n'est pas bien présenté, quelle que soit sa qualité, quelle que soit sa beauté, il ne passera pas. C'est ça. Et donc, la communication politique, pour moi, ce n'est que de la communication et rien d'autre. Sauf que le produit est différent. Quand vous travaillez, par exemple, pour une industrie alimentaire, vous vendez des produits alimentaires. Et quand vous travaillez pour une institution ou un homme politique, vous vendez les actions, les ambitions, la vision de cette institution ou de cette personne-là. Donc, voilà. Alors, c'est aussi passionnant. D'accord. Alors, qui vous a vendu au maire? Ou bien c'est le maire qui vous a fait appel? Ou vous êtes vendu même au maire de la ville de Cotonou? C'est arrivé tout à fait par hasard. Ah bon? Tout à fait par hasard. Je suis tombé sur un avis de recrutement. Ah bon? Auquel j'ai postulé. Alors, j'ai postulé parce que c'était le maire de Cotonou. J'ai postulé parce que c'était Monsieur Luc Yankaya, pour qui j'ai une admiration sans borne, parce que je l'ai vu à l'œuvre quand il était au ministère de l'Environnement, à la fin des années 90, début années 2000. Et c'est un personnage qui, pour moi, incarne toute la noblesse de la politique. C'est un personnage qui n'est pas, par exemple, dans les calculs politiciens, dans les intrigues, et qui n'est là que pour servir, il n'est là que pour des résultats, pour l'action. Et je me suis dit, si jamais, par le plus grand des hasards, c'était moi qui étais retenu, ce serait un honneur, une belle expérience, un honneur indicible que de le servir, d'agir à ses côtés. Ça se passe bien depuis là? Ça se passe très bien. Et malgré mon parcours qui n'est pas tout à fait modeste, je continue d'apprendre et j'ai beaucoup appris à ses côtés en ces quelques semaines que j'ai passées là. Je suis arrivé début avril, je crois. Mais je peux vous dire que je ne suis plus la même personne depuis que je suis là. Alors, comment on fait pour réussir à tenir la com de quelqu'un qui, en lui-même, déjà, est de la com? Parce que lui-même, il n'attend pas.
Au contraire, c'est très facile. On le voit prendre des photos que lui-même il publie sur les réseaux sociaux de façon systématique avec des tests qu'il envoie. Comment on fait pour suivre ce rythme? Mais c'est très facile de vendre un produit qui se vend de lui-même. D'accord. C'est tout ce que je peux vous répondre. C'est-à-dire que ça aurait été beaucoup plus compliqué si nous avions affaire à quelqu'un avec qui il faudrait tout construire. Alors que avec M. Yakadia, la base est là. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est d'apporter une touche un peu plus technique à tout ce qu'il produit lui-même, tout ce qu'il envisage, tout ce qu'il entreprend en termes de communication. C'est beaucoup. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Depuis que je suis là, le maire de Cotonou a déjà fait, je ne sais pas, une quinzaine de prises de parole. Je n'ai jamais été sollicité pour rédiger la moindre de ces interventions. Il vous facilite la tâche, Il le fait lui-même. Il le fait lui-même et il le fait très bien. C'est vrai qu'il arrive de temps en temps qu'il demande mon avis sur tel ou tel aspect de sa prise de parole, mais généralement, je n'ai souvent rien à retrancher, rien à ajouter à ce qu'il propose. C'est très facile. D'accord. Merci beaucoup. C'est juste un préalable pour entrer dans le cœur de cette émission, bien entendu. On sait que le maire est venu et donc quelques semaines ou quelques jours après, il a été accueilli proprement par la pluie. Donc inondation par-ci et par-là dans la ville de Cotonou. Vous avez décidé donc au niveau de la mairie de Cotonou de faire donc une réédition de comptes. Pourquoi un accent particulier a été mis, bien entendu, sur cette inondation, en quelque sorte? Alors, ce n'est pas tant l'inondation du 6... je ne vais pas parler d'inondation, parce qu'à proprement parler, il n'y avait pas d'inondation. Il y avait une petite crise qui a duré environ 2-3 heures et qui s'est résorbée très vite. Et donc, je ne dirais pas que ce soit l'événement du 6 mai qui ait motivé le maire à proposer aux partenaires sociaux, aux partenaires, je vais dire, des organisations de la société civile et aux populations de Cotonou de parler de cette thématique. Ce qui l'a motivé, c'est une réalité froide, je dirais pas brutale, mais une réalité froide de Cotonou, qui est que nous sommes sur un territoire qui est naturellement enclin à recevoir l'eau et à la garder. Et qui fait donc que chaque fois qu'il y a plu et que les dispositions ne sont pas prises pour que cette quantité d'eau, qui se déverse sur le territoire de la ville soit dirigée, canalisée et orientée vers les exutoires, nous avons un problème. Et donc c'est un problème qui était connu depuis le début, avant même les indépendances. L'administration coloniale avait conscience de ce problème-là et des mesures avaient été proposées à l'époque. Et ça continue d'être l'une des principales préoccupations de la ville. Mais comment est-ce qu'on y arrive de façon durable, de façon pérenne, et que nous passions d'une situation où l'eau est un problème ou est perçue comme un problème à une autre situation où l'eau devient un atout. C'est cette question qui est à la base du choix du maire de Cotonou de proposer cette thématique à ses administrés pour qu'ensemble nous réfléchissions aux dispositifs à mettre en place, aux mécanismes à installer pour que les eaux de pluie ne nous surprennent plus et que ce que nous avons vu le 6 mai dernier et un peu en une moindre mesure au début de ce mois de juin ne puisse plus être la norme. C'est-à-dire que l'eau, quand elle tombe, quand elle se déverse sur la ville,
généralement, en tout cas avec les infrastructures qui ont été mises en place et le pilotage qui est en cours, l'eau ne stagne plus pendant longtemps. L'ambition, c'est de faire en sorte de réduire davantage le délai dans lequel cette quantité d'eau s'évacue. Et ça, c'est ce qui est à la base de la reddition de comptes et du pacte citoyen que vous évoquiez au début de votre introduction. La thématique dit prévention des inondations et résilience urbaine, discipline de l'espace public et salubrité humaine. Est-ce que vous pouvez disséquer ça pour les auditeurs? Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que à travers cette formulation, il faut comprendre que on ne peut pas... déjà, il faut comprendre que la lutte contre les inondations ne peut être efficace que dans l'anticipation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les inondations s'installent. Donc vous refusez en quelque sorte qu'on prenne l'inondation à Cotonou en ces périodes-là que nous connaissons comme une fatalité. Il faut s'adapter, pas du tout. L'inondation n'est pas une fatalité. Il ne faut pas s'adapter à l'inondation. Il faut faire en sorte, et je pense que nous en avons la preuve de plus en plus, il faut faire en sorte que l'inondation ne soit plus perçue comme un problème, mais comme un aléa qui peut être maîtrisé quand il est bien gouverné. Et c'est ce qui sous-tend la formulation de cette thématique. Donc il faut prévenir les inondations, bien que Cotonou soit installé sur un territoire enclin à accueillir et à garder l'eau, il y a des possibilités pour que, et ça a été largement démontré, pour que ce ne soit pas une fatalité. Donc on peut le prévenir. Ensuite, cette prévention qui donc, une fois qu'elle est maîtrisée, devient une preuve de résilience urbaine, ne peut être réussi qu'avec les efforts de chaque citoyen et avec, je vais dire, la rigueur et le sérieux de l'administration municipale. Donc, quand on parle de responsabilité, de responsabilisation des citoyens, quand on parle de discipline urbaine, on sous-entend qu'il y a des gestes qu'il faut, des gestes et des habitudes qu'il faut avoir et d'autres dont il faut se débarrasser pour être sûr que les actions qui sont mises en place seront efficaces. D'accord. On voit très bien dans cette formulation la participation citoyenne dans la gouvernance municipale. Est-ce que vous pouvez expliquer aux citoyens qui nous écoutent, les citoyens de la ville de Cotonou, l'importance de cette participation citoyenne? Alors, la participation citoyenne est l'un des piliers sur lesquels le maire, Luc Nyakadia, entend bâtir son action. C'est-à-dire qu'il considère qu'on ne peut pas construire une ville en laissant de côté ses habitants. On ne peut pas bâtir une cité comme Cotonou, une cité résiliente comme Cotonou, en laissant de côté les personnes qui sont les mieux concernées par la situation. Parce que vous vous rendez bien compte qu'une administration, elle est appelée, je veux dire, une équipe de gestion est appelée à laisser la place à une autre équipe. Mais la population, elle ne change pas. Alors, il y a des dynamiques de population qui se mettent en place et qui se perpétuent, mais les enjeux restent les mêmes, quels que soient les dirigeants. Alors, mettre en place des politiques publiques qui ne tiennent pas compte ou qui n'impliquent pas les personnes qui sont les mieux impactées par ces actions-là, c'est comme... pour reprendre une métaphore biblique, c'est comme construire sur du sable mouvant. Et donc le maire de Cotonou a fait de l'implication des populations, de la participation citoyenne, le socle de son action. Et c'est ce qu'il faut comprendre à travers le mécanisme qui a été mis en place, les innovations qui ont été introduites dans le processus de reddition de comptes et que nous avons eu le plaisir d'implémenter. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc ces innovations en quelque sorte, en quelques mots? Alors,
pendant longtemps, Oui. et dans la plupart des communes, la reddition de comptes a été une activité verticale, où l'administration communale n'a eu qu'à lister ou à présenter un certain nombre de réalisations. Généralement, ça se suit de quelques échanges, et après chacun se tourne le dos et on se donne rendez-vous pour la prochaine session. On aura ainsi donc validé une exigence légale, puisque la reddition de comptes est prévue par les textes qui régissent la gouvernance communale. Et donc, dans la plupart des municipalités, la reddition de comptes, c'est une formalité. C'est une exigence légale qu'il faut respecter. Et une fois qu'on a réuni les gens et qu'on leur a dit, bon, nous avons fait ci, nous avons fait ça, nous aurons à faire telle chose dans le futur, on considère que la reddition de comptes a été faite. Alors cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme ça. Le maire a souhaité que sur toutes les étapes de ce processus, que les acteurs à la base soient impliqués. C'est pour ça que nous avons imaginé ce que nous avons appelé les panels citoyens, qui ont été conçus comme étant les antichambres de la grande audience publique. Cette grande audience publique a eu lieu le 19 juin dernier, mais nous avons imaginé, sous le leadership du maire, des panels citoyens au cours desquels les populations qui sont concernées par les inondations et dont nous avons besoin pour que les dispositifs mis en place, les dispositifs techniques mis en place par les autorités de la commune ou les autorités au niveau de l'État continuent d'être efficaces, que ces populations puissent nous dire comment est-ce qu'elles-mêmes, elles vivent la problématique dans leur quartier, dans leur rue, dans leur maison, comment est-ce qu'ils perçoivent les causes humaines de ce problème et comment est-ce qu'ils envisagent l'action publique. Et ça a été une grande réussite parce que ça s'est fait. Nous avons eu 2 panels citoyens. Nous en avons réuni un du côté est de Cotonou et qui a regroupé donc les arrondissements de ce qui correspond à la 15e circonscription électorale. D'accord. Donc du 1er au 6e arrondissement. Nous les avons réunis à la Maison du Peuple d'Akpakpa le 10 juin dernier. Et ça a été une très grande mobilisation qui a dépassé nos attentes parce que nous attendions à peine 200 personnes, nous en avions le double. Il n'y avait pas de la place dans la salle et c'était Vous aviez promis coca et sandwich, c'est ça? Rien du tout. Ah bon? Rien du tout. La question s'est posée, je ne cache aucun secret en vous le disant, la question s'est posée pendant les phases préparatoires de savoir comment on faisait pour mobiliser les gens, parce que vous savez, il y a eu de mauvaises habitudes qui se sont installées dans nos pratiques politiques, où pour mobiliser les gens, il fallait leur donner de l'argent, payer des déplacements et tout ça. Dès le départ, la position du maire a été claire. Il n'est pas question que la mairie paye des gens pour venir contrôler l'action publique. C'est un privilège exceptionnel pour un citoyen que d'aller interpeller ses dirigeants sur leurs actions. C'est mandant en quelque sorte. C'est mandant. On a envoyé les autorités en mission. Voilà, ils sont en mission pour la population. Et c'est un privilège, mais c'est surtout un droit pour ces populations-là d'aller demander des comptes. Et il n'est pas cohérent que pour aller exercer ce droit, que la population s'attende à ce qu'elle soit payée. Et donc, dès le départ, la question s'est posée et la réponse a été très claire. Il n'est pas question que la mairie paye des gens pour venir contrôler l'action publique. D'accord. Et ce qui a été très positif dans le constat que nous avons effectué, c'est que les populations sont quand même venues. Ce qui prouve que elles sont beaucoup plus mûres, beaucoup plus matures, beaucoup plus politisées au sens noble du terme que
nous l'imaginons. Et donc, à Akokpa, nous avons eu près de 400 participants venus de tous les quartiers de ces 6 arrondissements-là. Et ils avaient des choses à dire. Ils sont même allés beaucoup plus loin que ce que nous espérions. Ça a été pareil. Parce qu'il y a de gros villages à Cotonou. De gros villages, on n'a pas besoin. Quand vous passez du 1er jusqu'au 6e arrondissement, il y a des zones où quand vous mettez pied là, vous vous dites je ne suis pas à Cotonou alors que vous êtes à Cotonou. Alors, on n'a pas besoin, j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas besoin de quitter Cotonou pour voir le Bénin profond. Mais ces gens-là font partie de la ville. Ce sont des habitants de la ville. Ce sont des personnes qui participent à la dynamique urbaine et qui ont un apport souvent beaucoup plus important que nous ne le pensions. C'est des gens et des réalités dont la ville doit tenir compte pour se développer. Et nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient des choses à dire, qu'ils ont des idées très pertinentes pour faire évoluer les choses. Et tout ça a été compilé et a été reversé donc aux documents qui vont servir à nourrir les réflexions stratégiques pour la mise en place de solutions beaucoup plus efficaces et beaucoup plus résiliente à ce problème. Et la deuxième étape? La deuxième étape, ce fut la Maison des Jeunes d'Agla, où les habitants des quartiers du 7e au 13e arrondissement se sont retrouvés. Et là aussi, nous avons eu de très bonnes contributions de la part des populations, mais de très bonnes contributions. Nous avons noté également que les chefs d'arrondissement, les élus dont on dit sans charge, c'est-à-dire les élus qui ne sont ni chefs d'arrondissement, ni présidents de commission, ni rapporteurs, se sont tous impliqués. Nous avons eu de très bonnes contributions de la part des populations là également. Les populations ont exigé de la rigueur, parfois même de la sévérité vis-à-vis des comportements qui ne sont pas très civiques et qui concourent à l'aggravation des causes des inondations à Cotonou. Ça a été une très belle expérience que nous avons l'intention, en tout cas, de répliquer, d'améliorer sur plein d'autres questions liées à la gouvernance municipale. D'accord. Pour avancer, il y a certains qui disent qu'il faut déprogrammer et reprogrammer. Est-ce que vous avez rencontré en quelque sorte des citoyens qui sont en train de prendre conscience de leur implication pour le cadre de vie sain? Tout à fait. Oui. Et ça a été l'une des satisfactions, enfin je vais dire la principale satisfaction de cette initiative. Les citoyens ont compris l'enjeu. Nous étions allés pour les écouter. Nous avons organisé les panels citoyens pour les écouter, pour entendre leurs espérances et pour recueillir leurs idées pour l'amélioration de l'action publique. Et nous nous sommes rendus compte que, vous vous rendez compte, par exemple à Agla, il y a des gens qui ont proposé que tous ceux qui sont installés, par exemple, qui ont construit des bâtiments sur les exutoires naturels de l'eau, qu'il faut les casser sans ménagement, qu'il faut les enlever, et que ceux qui ont acquis des domaines qui n'étaient pas censés habiter, qui ne sont pas censés accueillir des habitations, qu'il faut les déposséder. S'il faut les déposséder, les déplacer, leur trouver un autre site. En tout cas, récupérer ces sites et les remettre dans le domaine public afin que les problèmes que l'occupation de ces sites-là... Les transformer en bassins, c'est ça? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de bassins. Pour accueillir l'eau. Il y a beaucoup de bassins qui abritent aujourd'hui des bâtiments et on est tous d'accord que ce n'est pas normal et qu'il faut donc méthodiquement arriver à rétablir l'ordre dans l'espace public et
Et ces propositions-là sont venues des populations. Ce n'était même pas les chefs d'arrondissement, parce que au cours des panels citoyens, ce sont les chefs d'arrondissement qui ont rendu compte aux populations. C'est ça l'innovation. C'est-à-dire que le maire n'a pas eu besoin de prendre la parole. Évidemment, il était venu comme un participant lambda et il a demandé la parole, on la lui a accordée et il a pu apporter sa participation, sa contribution aux réflexions que nous avons pu entendre au cours de ces activités-là. Mais ce n'était pas son moment à lui. Et son moment, ça a été le 19 juin dernier, au cours de la grande audience. Et donc, en résumé, ces panels citoyens nous ont permis de comprendre qu'en fait, les populations sont prêtes. C'est à nous de montrer... Prêtes pour le changement. Sont prêtes pour le changement. Sont prêtes pour que la ville de Cotonou devienne véritablement la métropole africaine de référence. Elles sont prêtes à l'exécutif municipal de prouver maintenant qu'elle est capable de se mettre, de se hisser, qu'il est capable, de se hisser à la hauteur des espérances de ses administrés. Est-ce que vous pouvez essayer donc un petit bilan sur cette reddition des comptes? Alors, bilan en termes moral, c'est que il y a des acquis à pérenniser, c'est-à-dire que cette dynamique qui a été mise en place de mobilisation citoyenne au cours des enjeux urbains, c'est un acquis qu'il faut pérenniser. L'autre bilan, c'est l'implication des chefs d'arrondissement, des chefs quartiers dans la conception de solutions urbaines adaptées aux réalités du terrain et dans la mise en œuvre de ces solutions-là. C'est des acquis qu'il faut préserver. Il y a également quelques couacs que nous avons notés, mais qui ne sont pas si importants que ça, mais voilà, qui vont être corrigés lors des phases à venir. Et donc la participation citoyenne, pour moi, en tout cas la mobilisation des citoyens que nous avons constatée au cours de cette opération de reddition de comptes, c'est un acquis qu'il faudra pérenniser, qu'il faudra amplifier au cours des prochaines années et autour de plusieurs autres thématiques qui feront l'objet d'une mobilisation publique. D'accord. Il y a quand même, au cours de cette reddition de comptes, un aspect important qui a d'ailleurs capté l'attention, c'est bien entendu le pacte citoyen de résilience urbaine. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire, expliquer, le pacte citoyen, c'est quoi d'abord? Alors, le pacte citoyen, c'est une entente entre les citoyens et leurs dirigeants. Ça aussi, c'est une innovation de la reddition de comptes parce qu'on aurait pu échanger, recueillir les préoccupations des populations après leur avoir dit ce que nous avons fait, ce que nous avons l'intention de faire. On aurait pu se contenter de ça et faire comme tout le monde, passer à autre chose. Mais le maire a insisté pour que les paroles qui ont été enregistrées au cours de ce processus puissent être suivies d'actes. Parce que sinon, on tomberait dans les mêmes travers qu'avant. On aurait fait ces innovations-là pour rien. Et donc, comment est-ce que nous faisons pour que les préoccupations qui ont été exprimées au cours de ce processus puissent se transformer en actions concrètes? C'est ce qui a conduit à l'élaboration de ce pacte citoyen. Ce sont des engagements. Nous avons veillé à ce que ce ne soit pas un chapelet d'engagements aussi beau qu'irréaliste. Et donc c'est ça qui nous a conduit à n'en retenir que 5 par partie prenante, à savoir 5 engagements de la part de la mairie et 5 engagements de la part des citoyens eux-mêmes qui concourent tous à la résorption
de façon durable, je vais dire même pérenne, du problème des inondations à Cotonou. D'accord. Vous allez permettre, parce que moi j'ai posé la question à l'intelligence artificielle. Vous savez bien que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Ah oui, bien sûr. Je vous dis la réponse que moi j'ai obtenue et vous allez me dire si exactement vous êtes dans la même dynamique. Allez-y. Voilà. Donc on dit le pacte citoyen pour une ville plus résiliente est une démarche participative qui engage les municipalités et les habitants à s'adapter concrètement aux défis climatiques, sociaux et économiques de leur territoire. Il structure l'implication locale à travers plusieurs axes fondamentaux. Il y a la transition écologique, la participation citoyenne, la gestion des risques, la cohésion sociale. Oui. Est-ce que vous êtes véritablement en accord? Est-ce que c'est la même dynamique? C'est tout à fait la même dynamique. Et si vous reparcourez les 10 engagements qui ont été pris donc de part et d'autre, vous les retrouvez entièrement dans cette définition que l'intelligence artificielle vous a proposée. Vous allez retrouver donc les dynamiques d'adaptation au changement climatique. Vous allez retrouver la dynamique d'anticipation des risques, de gestion des risques. Vous allez y retrouver la dynamique de synergie des actions. Parce que je le martèle depuis le début de cet entretien, on ne peut pas bâtir une ville sans ses habitants. Et l'action publique qui se conçoit et se met en place en mettant de côté les bénéficiaires, ce sont des actions qui sont vouées pratiquement à l'échec. Et donc, ce pacte qui a été signé le 19 juin dernier vise précisément à prévenir le risque, je vais dire, de formulation de vœux pieux. Voilà. D'accord. Alors, vous voulez commencer par où? Les engagements de la mairie ou les engagements de la population? Je vous laisse choisir. D'accord. On y va d'abord avec la municipalité même. Au niveau de la mairie, quels sont les engagements qui ont été pris? Alors, la mairie a pris 5 engagements. D'accord. À savoir anticiper plutôt que subir. Et vous avez dû noter que dès sa prise de fonction, la première sortie ou les premières sorties que le maire de Cotonou a réalisées, ça a été autour des infrastructures de gestion de l'écoulement des eaux. Donc, il a visité les collecteurs, les caniveaux, il a inspecté les caniveaux, les bassins de rétention. Donc, anticiper plutôt que subir. Et la mairie s'engage donc à poursuivre ce travail d'anticipation qui consiste donc à vérifier que les infrastructures, les ouvrages d'assainissement sont fonctionnels, sont maintenus, réparés avant que les périodes à risque ne puissent arriver. Deuxième engagement de la ville, c'est d'informer avec transparence. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien, par exemple, d'occulter des problèmes que tout le monde voit. Parce que quand vous occultez des problèmes que tout le monde voit, vous n'êtes pas crédible. Et quand vous ne communiquez pas sur ce que les gens doivent savoir, ce qu'ils doivent faire ou ne doivent pas faire, pour que les problèmes soient prévenus et anticipés, vous n'êtes pas efficace. Si vous ne communiquez pas sur les contraintes qui sont les vôtres, vous n'êtes pas crédible. Parce que l'action publique n'est pas synonyme, je vais dire, de toute puissance. Et il peut arriver que la mairie se retrouve face à des contraintes qui ne sont peut-être pas, qui ne peuvent pas être résolues tout de suite. Et il faut communiquer là-dessus avec transparence. Et ça fait donc partie des engagements de la mairie. Je suis sûr que vous avez noté que les périodes de forte précipitation sont désormais mieux gérées du point de vue de la communication. Les gens savent quand il y a des risques d'inondation, les gens le savent. La mairie communique sur les réflexes à avoir quand les rues sont inondées et
et la mairie rassure sur la suite qui pourrait être donnée donc à ces situations critiques. Et donc, communiquer avec transparence, c'est l'un des engagements de la mairie de Cotonou. On va avancer. Troisième engagement, faire respecter les règles avec équité. Il y a des règles. Il y a des règles de discipline urbaine, il y a des règles d'occupation de l'espace public, des règles, je vais dire, de salubrité qu'il faudra faire respecter, mais avec équité. Pas forcément dans la brutalité, mais avec méthode. Vous avez dû suivre, par exemple, l'épisode de la gestion de l'espace public. La mairie a pris un communiqué en avril dernier, vers la fin du mois d'avril, pour inviter les garagistes qui occupent anarchiquement les rues et les propriétaires d'épaves de voitures à les libérer pour permettre donc que l'espace public devienne un bien commun. Parce que l'espace public, c'est un bien commun qui doit pouvoir profiter à tout le monde. C'est ça. Et donc, les personnes qui n'auraient pas pris le temps, par exemple, de dégager leurs épaves, les garagistes qui n'auraient pas pris le temps de ramener à l'intérieur des domaines privés qu'ils occupent, parce que généralement, c'est quoi? Vous avez une parcelle sur laquelle vous installez votre garage, mais vous avez tellement de sollicitations de la part de vos clients que progressivement, vous commencez pas à occuper la rue. Ah oui. Et donc, l'idée, c'est de les amener à ramener ces véhicules à l'intérieur des parcelles qu'ils occupent, et les véhicules qui ne peuvent pas trouver de la place sur leur domaine doivent être retournés soit à leur propriétaire ou gérés différemment. L'envoyer en cas, c'est démonter tout ça et vendre la ferraille. Pourquoi pas? Bon, nous savons que nos compatriotes et nous tous, d'ailleurs, on est très attachés, je vais dire, émotionnellement à notre patrimoine, à nos biens, et ce n'est pas toujours une décision facile que d'envoyer à la casse un véhicule que nous avons chéri, qui nous a rendu de grands services. C'est pas une décision facile, mais il va falloir le faire pour le bien de tous les citoyens. Et donc, on va accélérer quand même pour pouvoir donner la parole aux auditeurs après. Un quatrième point. Très bien. Quatrième point, c'est améliorer continuellement les services urbains. D'accord. C'est-à-dire que autant on peut constater une nette amélioration de la gestion du risque d'inondation, autant il ne faut pas aller dormir sur ses lauriers. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour ramener la ville de Cotonou au niveau du standard qu'elle ambitionne d'atteindre. Et donc, ne pas dormir sur ses lauriers, améliorer constamment donc les services publics, et enfin, écouter, associer et rendre compte. Ce qui nous ramène donc à notre sujet du jour. C'est la reddition de comptes, l'écoute, la transparence et tout ce que cela implique. D'accord. On va attaquer rapidement les engagements des populations avant de donner la parole aux auditeurs qui nous écoutent. Alors, donc, en échange, parce que c'est une transaction, un pacte, c'est une transaction. En échange donc de ces engagements que la mairie a pris et qu'elle va respecter, je peux vous le garantir, les populations de Cotonou se sont engagées à préserver la propriété de l'environnement, de leur environnement immédiat. Parce que vous savez, la ville la plus performante en termes de salubrité ne peut pas atteindre ses résultats sans l'implication des populations. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'attendre que la ville vienne balayer devant notre maison. Nous n'avons pas besoin d'attendre la ville pour qu'elle vienne dire à des gens qui jettent leurs ordures un peu partout de ne pas le faire. C'est à nous d'être le gardien de la propreté, de la salubrité de notre environnement immédiat. Parce que vous savez parfaitement que mieux les déchets, les ordures sont gérés,
et moins grave est le risque d'inondation dans toutes les villes du monde. Donc, mieux gérer nos ordures, c'est déjà un grand pas vers la résolution durable donc, de ce problème. D'accord. Deuxième engagement, protéger les infrastructures d'assainissement. Il faut les protéger. Il ne faut pas les envahir d'ordures, par exemple. Il ne faut pas jeter les sachets dans les caniveaux. Il ne faut pas verser nos ordures dans les exutoires. Il ne faut pas les perforer aussi pour envoyer les matières fécales. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Malheureusement, il y en a beaucoup qui le font. Donc, protéger les ouvrages d'assainissement, respecter les règles de l'urbanisme. Il ne faut pas s'installer n'importe où et n'importe comment. Okay. Il faut, par exemple, aller chercher un permis de construire avant d'installer un immeuble. Il ne faut pas l'installer dans des zones qui ne sont pas destinées à accueillir des habitations. Okay. Il faut, quatrième engagement de la population, signaler les situations à risque. De façon spontanée. De façon spontanée, mais en toute responsabilité. C'est pas une invitation à la délation, mais c'est une invitation à la responsabilité collective. C'est-à-dire que si vous êtes témoin d'un acte d'incivisme et que vous n'avez pas réussi à convaincre la personne, à persuader la personne de renoncer à cet acte, vous avez le devoir moral d'en informer les autorités pour qu'elles puissent prendre leurs responsabilités. Donc, signaler les situations à risque. Et enfin, cinquième engagement, participer à l'effort collectif. Une fois encore, la construction d'une ville, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup à vous. On va donner la parole à présent à nos auditeurs qui vont vous poser des questions. Je rappelle bien les numéros pour intervenir. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Et oui, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez bien, laisser vos questions via WhatsApp 50 52 52 73. Nous avons un premier intervenant. Bonjour. Bonjour, Monsieur Honoré Naoum. Oui, Monsieur Diamidi Koumagnon. Oui, Monsieur Bertrand Meguito. Bonjour, Monsieur Koumagnon. Mes vives salutations à Monsieur le maire Luc Nyakaya, puisque on avait travaillé ensemble. Moi, je dirais que nous avons raté et gâté le niveau de Cotonou. Et vient s'ajouter maintenant notre incivisme de jeter des ordures et verser le sable de mer sur les carnivaux. Qu'allons-nous faire pour remédier à cette situation? Ma première question, si et seulement si nous changeons d'habitude et faire une étude adéquate, ville à recevoir l'eau. Oui, pourquoi ne pas éviter cette surprise désagréable et résorber avec des installations nécessaires vers les deux phénomènes que nous avons, la lagune et la mer. Attention encore, à la mer, on n'envoie pas de caniveau sur lui, c'est lui-même, c'est elle-même qui détruit ces caniveaux dans la nuit profonde. Donc, faisons beaucoup attention avec la mer. Et Cotonou doit avoir le niveau du dernier pont de Cotonou et le niveau de chaque maison sera à plus 45 après le niveau du pont. Vous pouvez bâtir une ville sans ses habitants. L'État doit urbaniser la ville avant l'installation des habitants. Même dans les bas-fonds, Lagos est construit sur une bas-fond.
Mais pourquoi dégager? Chaque fois déranger les gens en disant qu'ils ont construit sur le bas-fond, ils ont... Et où sont nos ingénieurs pendant ce temps-là? Alors que Cotonou est sur, un relief. Cotonou est sur un relief. Tout Cotonou n'a pas le même niveau. Je vais expliquer par là. C'est grave pour nous. Monsieur Naum, oui. Je vous rends l'antenne à dimanche prochain. Merci beaucoup à vous. L'invité va vous répondre. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous, Sébastien Nyonrosso. Sébastien Nyonrosso, je m'appelle. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue votre invité. Et nous avions suivi de bout en bout cette reddition du conf du maire Louis Kenyakadia et en présence du préfet du département du littoral, son excellence monsieur Gilbert Malé-Déou. Le jour-là, on était tous émerveillés de la façon dont les choses se sont déroulées. Et le préfet Malé-Déou disait le jour-là, il avait bien adage en fond pour caricaturer les citoyens de la ville de Cotonou comme quelqu'un qui est malade après l'hôpital, qu'on veut aider à se guérir et il pose encore des conditions. Il disait que si Cotonou, la ville de Cotonou, sera bien gérée, bien propre, ça dépendra aussi de nous, citoyens. Voilà, c'est l'engagement de maire et les citoyens aussi ont pris des engagements. Depuis l'arrivée du maire, son excellence, nous constatons qu'il est en train de poser ses pas méthodiquement. Ça veut dire qu'il maîtrise Cotonou, il maîtrise le Bénin. Il sait ce qu'on doit faire. Nous sommes prêts à l'accompagner. Mais que ces portes soient grandement ouvertes. Parce que les autorités ont toujours des portes fermées. Et qu'il installe un service d'écoute de grogne qui va lui faire la fi de tout ce que nous dénonçons. Surtout sur la radio Cotonou, la radio de la mairie. C'est notre manière de contribuer au développement de ce pays. Les débuts sont bons, parce que vous avez déjà tous expliqué, et moi-même j'ai suivi de bout en bout ce que le maire a dit, ce qui nous a fait plaisir. Il avait appelé un CA, c'est une dame CA8, qui est encore venue expliquer en fond pur tout ce que le maire a dit. Et tout le monde s'est rentré dans nos oreilles. Nous sommes prêts, s'il est prêt, nous aussi nous sommes prêts. Sébastien Nyonrosso, je suis. Et bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous, Sébastien Nyonrosso. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Oui, bonjour à vous. C'est votre meilleur ami Ika Kovi. Nous vous écoutons ce matin. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, toutes mes excuses. J'aimerais encore savoir si c'est le maire qui est à l'antenne ce matin avec vous. Non, c'est pas le maire, c'est son chargé de communication. Merci beaucoup. Pourquoi j'ai posé cette question? Oui. Nous parlons bien de son chargé de communication. La radio Cotonou est une radio qui nous charge les communications dans nos ménages. Et elle appartient à la mairie de Cotonou. Je pèse bien mes mots, elle appartient à la mairie de Cotonou. Je confirme que c'est une entité de la mairie de Cotonou. Pardon? Je confirme que c'est une entité de la mairie de Cotonou. D'accord, merci beaucoup. Et comment se fait-il qu'on a du mal à recevoir la radio Cotonou dans nos ménages? C'est dangereux, c'est grave. Ah bon? Vous savez, la radio Cotonou, tellement elle nous donne des informations pas possibles. Et on a du mal à vous entendre. La mairie fait tout pour débloquer les sous pour qu'on reçoive bien cette radio-là. C'est une radio de développement. C'est une radio de développement. On ne va pas dire après, on va faire sortir de l'argent. Faites sortir l'argent dans l'immédiat, mairie de Cotonou, je vous en prie. C'est une radio très sérieuse, avec des gros animateurs. Et vous, les auditeurs qui appelons, quand on n'a pas le retour, on a du mal. Depuis le matin, quand je vais à la messe à 6h pour pouvoir écrire cette émission. Je suis arrivé maintenant, je suis en train de tout faire pour pouvoir mieux vous entendre. C'est tout un problème. Non, mairie de Cotonou, je vous en prie, prenez-le au sérieux.
Et nous aussi, nous allons vous prendre au sérieux. Moi, c'est ma seule préoccupation. Agréable journée, mon frère. Agréable journée à vous, Hugues Pouvi. On va prendre quelqu'un d'autre. Si, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom? C'est M. Adjakidje Basile. D'accord, nous vous écoutons, M. Basile Adjakidje. Je salue votre invité. D'accord. Bonjour. Oui, alors, ce matin, Macron doit passer à côté de votre opinion. Comment je suis conducteur de Tassi-Ville de Cotonou et président de l'organisation des conducteurs Tassi-Ville de Cotonou. Le Tassi-Ville a été, la couleur vert jaune a été créée depuis 1977 par le gouvernement révolutionnaire. Aujourd'hui, le gouvernement du président Talon est enterré vivant le Tassi-Ville de Cotonou. Comme il est d'accord avec le maire passé, maire Tropo. Maintenant, vous êtes arrivé, le maire d'aujourd'hui, qui est monsieur maire de Cotonou d'aujourd'hui, c'est un homme que je connais très bien. Il travaille avec nous au ministère de l'Environnement. Alors, donc j'ai confiance à lui. Quand est-ce que vous avez relancé, j'allais dire, parce que Cotonou est belle aujourd'hui, mais il n'y a pas de Tassi-Ville de Cotonou. Les bonnes dames souffrent énormément dans la vie de Cotonou. Celui qui a 20 ans aujourd'hui ne sait pas comment on prend un Tassi-Ville. Est-ce que c'est bon ça? C'est bon ça? Alors que le maire doit prendre les choses au sérieux. Le Tassi-Ville, ça donne beaucoup de l'argent à la mairie de Cotonou. Le numéro portier, tous les fins d'année, on paye. Dans la caisse de la mairie de Cotonou, tout est bloqué. Pour quelle raison? Pour quel motif? Moi, je ne sais pas. Parce que le gouvernement fait son travail, il va partir. Un autre gouvernement va arriver. Mais le Tassi-Ville a enterré par son gouvernement. C'est pas du tout bien. Ça sonne très mal. Aujourd'hui, les conducteurs de Tassi-Ville, les syndicats Octavie que nous sommes, nous avons des travail à faire. Puisque les conducteurs qui ont pris le véhicule dans la main d'un quelqu'un, et quand il y a des problèmes, on vient vers nous. C'est pas affaire de commissariat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Tassi-Ville, de conducteurs qui sont en train d'aller à la prison civile pour mis de rien. Parce que le propriétaire a payé son taxi, il a confié ça sans personne, sans les syndicats. Et quand il y a un problème, directement c'est le commissariat. La police aussi suit bêtement. Alors, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien, je le dis, je répète. Je connais bien le maire qui est là aujourd'hui, c'est un gars qui travaille beaucoup dans ce pays. On a travaillé avec lui. Moi, j'ai travaillé avec lui, moi, personnellement. D'accord. Merci. Ok. Merci, bonne journée à vous. Basile Adjakidje, qui vient donc poser sa préoccupation aussi. Il y a encore quelqu'un? D'accord. On va retourner donc sur ce plateau avec vous, cher invité. C'est bien entendu Bertrand Mengleto. Il est chargé de communication du maire de la ville de Cotonou. Vous avez la parole, vous avez noté les questions comme moi. Vous pouvez donc commencer à répondre. Yamini Koumagnon. Merci, monsieur Naoum. J'ai noté beaucoup plus de contributions que de questions. Je pense que ces interventions confirment, en tout cas celles qui sont allées dans le sens de la thématique de l'émission, confirment le constat que nous avons fait au cours de cette phase de reddition de comptes, à savoir que les habitants de Cotonou connaissent beaucoup mieux Cotonou que nous ne l'imaginons. Ils connaissent les défis que Cotonou doit relever, ils savent ce qu'il y a à faire, ils connaissent les problèmes et les acteurs qui sont à la base de ces problèmes-là, ils sont au courant et c'est une très bonne chose pour l'administration communale. Et il y a monsieur Koumayon Liamindi qui semblait exprimer une petite forme de défaitisme ou de pessimisme quant à la situation de Cotonou. Et je voudrais l'encourager à rester optimiste. Il n'y a rien de perdu. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Il y a eu des choses qui n'auraient pas dû qui auraient dû être évitées et qui ont malheureusement été faites, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution.
et le maire de Cotonou travaillent activement jour et nuit à imaginer des solutions en concertation avec ses adjoints, avec le conseil communal, avec le secrétariat exécutif et les différentes directions techniques, mais également en concertation avec les populations. Ils travaillent nuit et jour pour trouver des solutions pérennes à ces situations qui peuvent être à la base de certaines réflexions un peu défaitistes ou pessimistes sur Cotonou. Et pour ceux qui connaissent Cotonou et qui ont observé Cotonou, je vais dire au cours des 20 dernières années, ils ont vu que les situations qui étaient perçues comme insolubles ont commencé à trouver des solutions. Et il y a 20 ans, si les précipitations que nous avons enregistrées depuis un mois s'étaient déversées sur Cotonou dans les mêmes conditions infrastructurelles que celles que nous avions il y a 20 ans, aujourd'hui, la moitié des rues de Cotonou seraient encore inondées. Ce n'est plus le cas, et c'est la preuve donc que rien n'est perdu, et que le chemin qui a été parcouru au cours des 5-10 dernières années, ce même chemin peut être parcouru pour le reste du défi, des défis qui nous attendent, nous tous, habitants de Cotonou. Mais il attire notre attention sur un fait. Hein. C'est vrai qu'il a parlé d'incivisme, il a parlé de remèdes à appliquer à tout ça, éviter donc la surprise désagréable. Il a parlé aussi du fait qu'on doit considérer la jonction au niveau de la mer et de la lagune à Cotonou. Mais il dit qu'il faut relever le niveau du pont. Le niveau du pont, je le dis ainsi, et aussi des maisons. Alors, ce sont des questions techniques sur lesquelles je ne suis pas compétent du tout. C'est ça. En tout cas, les services compétents de la mairie et le maire lui-même. Parce que Cotonou, les gens disent Cotonou est en dessous de la mer. Donc, pour évacuer l'eau, c'est compliqué. En dessous de la mer, je pense que c'est un peu exagéré, mais le niveau est un peu faible. Le niveau est un peu faible. Et donc, mais vous connaissez, c'est de la physique. C'est-à-dire que l'eau ne peut pas monter, l'eau ne monte pas, l'eau descend. C'est ça. Donc ça veut dire que si l'eau que la ville accueille à travers les précipitations, si il n'y a pas, si le réceptacle n'est pas en aval, ça va être difficile pour l'eau de circuler. Mais ça, ce sont une fois encore des questions techniques sur lesquelles je ne suis pas du tout compétent, donc je ne m'aventurerai Mais on peut quand même sensibiliser les populations en voulant construire leur maison, de relever un peu le niveau de leur habitation. Ça aussi, ce sont des questions techniques d'ordre vraiment technique sur lesquelles je ne voudrais pas m'aventurer. Okay. Mais je sais que les services municipaux et le maire lui-même sont très au fait de ces questions. Pas seulement, il est technicien dans le domaine d'ailleurs. Il est urbaniste, donc il connaît le sujet. Il l'a démontré une fois encore à l'international au cours de ce mois lors de la conférence de la BOAD sur le financement de la transition énergétique et à Londres sur le sommet des villes vertes. Il a démontré, et ça me permet donc d'apporter des éléments de réponse aux préoccupations de M. Liamini quant à l'urbanisation. Vous savez, les populations n'ont pas attendu l'État pour construire leur ville. La plupart des villes africaines ont été On n'attend même pas le lotissement. On n'attend rien. On s'installe seulement. On s'installe parce qu'il y a un besoin que l'État n'a pas anticipé. C'est à l'État d'anticiper que, par exemple, vous avez dû voir qu'il y a des rues à Cotonou qui sont sous-dimensionnées. C'est-à-dire qu'à l'origine, on n'a pas imaginé le trafic que cette route-là, ou ces routes-là, pourraient accueillir dans les 20-30 années à suivre. Et donc, on les a dimensionnés sur la base de l'existant.
6 mètres. Alors qu'une ville mètres. est appelée à se développer, Oui. à grandir. Et donc, les populations n'ont pas attendu. Maintenant, est-ce qu'il faut... une fois que l'État se réveille, Oui. est-ce qu'il faut détruire l'existant? La position du maire de Cotonou est très claire. C'est hors de question. Le déjà là, ce qu'il appelle le déjà là, fait partie intégrante des dynamiques urbaines. Donc c'est à l'État de s'adapter à l'existant et pas l'inverse. Et donc, pour rassurer M. Liamini, il y a des solutions. Il y a des solutions. Il ne faut pas être pessimiste. Il faut faire confiance à l'équipe en place pour trouver des solutions. Dans quelques jours, dans quelques semaines, le maire va dévoiler le contenu de son mandat, de son agenda pour la durée de son mandat. Il en a dévoilé une petite partie le vendredi dernier lors du conseil extraordinaire. Et donc le document a été validé par le conseil communal. Il sera présenté aux populations et vous pourrez voir à quel point c'est bien pensé, bien réfléchi par rapport aux réalités de Cotonou. Et je pense que avec le soutien de tout le monde, la mise en œuvre de cet agenda permettra à la ville de changer d'échelle, comme le maire lui-même le dit. Sébastien Yorossou, lui, demande clairement, après avoir fait le point de ce qu'il a suivi, il demande si les portes du maire seront ouvertes aux populations. Alors, je lui demande de tester. S'il veut rencontrer le maire et s'il a des préoccupations qu'il veut faire remonter au maire, je lui demande de tester le dispositif pour voir si le maire et vous avez même un dispositif là-bas, c'est ça? Tout le monde connaît les moyens de communiquer avec les autorités. Le maire ne laisse aucune sollicitation. Non, c'est ces moyens-là que Sébastien, lui, il refuse. Il veut avoir un accès direct au maire. Voilà. Si vous m'aviez laissé terminer, vous auriez entendu que le maire ne laisse aucune sollicitation sans réponse. Pas une seule sollicitation sans réponse. S'il y a des questions qui peuvent être réglées par ses collaborateurs, ses adjoints ou ses collaborateurs, il les leur transfère et, chose intéressante, il demande toujours à ce qu'on lui rende compte. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'entrer en possession d'un dossier, il faut lui rendre compte. Et donc, il est au courant de toutes les sollicitations, de tous les problèmes qui lui ont été exposés, soit par des courriers, soit par des interpellations. Par exemple, nous recevons, grâce à vous et Benjamin Naoum, nous recevons quotidiennement le point des préoccupations des grogneurs qui sont transmises donc aux services compétents qui prennent action et qui rendent compte au maire. Il y a un dispositif de suivi, surtout sur les questions liées donc aux infrastructures, à la fonctionnalité des infrastructures, des routes et tout ça. Les services techniques, la direction des services techniques fait un suivi quotidien et régulier de ces préoccupations. Les solutions ne sont pas encore optimales. Nous n'avons pas atteint le régime d'efficacité que les populations sont en droit d'attendre de nous, mais nous y travaillons de façon continue. Vous savez que le maire est préoccupé par la transformation de l'administration communale dont il est convaincu que c'est la principale infrastructure, c'est-à-dire l'efficacité de l'administration, c'est la principale infrastructure de transformation urbaine. Et donc, cette dynamique est en cours. Il y a des gens qui y travaillent tous les jours, dont c'est le métier exclusivement. Et donc, je peux rassurer M. Liamini qu'il y a un avant et il y a un après. D'accord. Alors,
Hugues Apovi, bon, lui, il parle de Radio Cotonou. C'est vrai que on a eu quelques soucis avec notre pylône qui s'est effondré un temps. On a donc une solution de secours, ce qui nous empêche de couvrir des zones que on arrivait donc à atteindre avant. Il est donc dans une zone où il n'arrive plus à capter Radio Cotonou. Bon, c'est vrai que nous, on a longuement expliqué aux auditeurs d'attendre que la procédure soit conduite, bien entendu, pour remettre tout ça en ordre. Mais comme vous êtes là, est-ce que vous pouvez essayer de les rassurer? Alors, je peux les rassurer. Oui. C'est vrai que ça ne va pas aussi vite que nous le souhaitons. Parce qu'il y a des réalités administratives. Nous sommes aussi impatients que vous, chers auditeurs, de voir cette situation se régler. Il y a des actions qui sont prises. Malheureusement, il y a des procédures qu'il faut respecter. Il y a aussi quelques lenteurs qu'il faut déplorer. Mais ça fait partie des préoccupations de la mairie. Pour ce qui est donc il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la question du rayonnement des ondes de la radio. Il y a d'autres défis qu'il faut relever et nous y travaillons tous les jours en concertation avec les responsables de la radio. C'est ça. Basile Adjakidje, lui, parle il faut relancer cette filière. Alors, je ne suis pas convaincu que les solutions à ce défi soient forcément de retourner en arrière. Alors, je ne veux pas dire que les taxis-villes ne sont pas importantes pour la ville de Cotonou, mais la ville de Cotonou, pas plus d'ailleurs que n'importe quelle autre ville du monde, ne peut pas vivre en ignorant les dynamiques urbaines. Il y a des dynamiques qui se mettent en place naturellement. Et au moment où les taxis-villes avaient été structurés, il n'y avait pas les émigrants, par exemple. Parce qu'ils parlent des années 80, il n'y avait pas les émigrants. Les émigrants sont apparus au début des années 90, enfin vers la fin des années 80, au début des années 90, comme un moyen de résilience économique et sociale. Et ça s'est installé aujourd'hui dans la culture urbaine, c'est-à-dire le déplacement avec les deux roues s'est installé dans la culture urbaine. Il y a eu des expériences avec des bus que l'État a mis à la disposition des populations pour gérer les transports en commun, le transport public. Alors qu'il n'y a pas d'infrastructure routière pour accueillir ça. Alors qu'il n'y en a pas. Et puis cette expérience n'a pas vraiment fonctionné. Il y a d'autres dynamiques qui sont en cours. Il y a les topa-topa qui nous emmerdent en circulation. Mais qui jouent un rôle important, capital dans la fluidité, déjà dans le déplacement des populations, parce que le déplacement c'est un droit, c'est un droit fondamental de la personne, et donc les topa-topa jouent un rôle important. C'est vrai qu'il y a des nuisances qu'ils causent, mais ce n'est pas une raison pour penser à la suppression, penser à les supprimer. Il faut organiser tout ça, il faut structurer tout ça et installer une dynamique qui prenne en compte toutes les activités. Vous savez, le maire de Cotonou fait partie de ceux qui défendent mordicus le droit aux activités qui sont malheureusement qualifiées d'informelles. Le maire de Cotonou fait partie de ceux qui défendent le droit à ces activités-là d'exister dans l'écosystème économique. Parce que vous vous rendez compte, l'économie dite informelle, je vais dire par mépris, parce que cette économie est qualifiée d'informelle par mépris, parce qu'on considère que puisque elle n'est pas dans les casiers, les couloirs qui sont tracés en se basant sur des normes qui nous sont importées d'ailleurs, on considère que ces activités n'ont pas de forme et donc elles sont... informel ne veut pas dire frauduleux. Voilà. C'est pas frauduleux. Ce n'est pas frauduleux. Et ces activités représentent 80% du produit intérieur brut de nos villes. Comment peut-on
bâtir une économie communale ou l'économie d'une ville en mettant de côté ou en considérant la vendeuse de Atakpo Tevipo et autres. Que la vendeuse de Atakpo Tevipo n'est pas légitime à exercer son activité dans la ville. Alors qu'il y a un service rendu à la communauté. Il y a un service qui est rendu à la communauté. Et moi, par exemple, il m'arrive, dans mes fonctions actuelles, de vouloir prendre un goûter. Autour de 16h, 17h, de vouloir prendre un goûter, de me rendre compte que dans les parages, il n'y a aucune vendeuse de Atakpo Tevipo. Ce n'est pas normal. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de supprimer des activités que l'on considère à tort comme étant illégitimes. Il s'agit d'organiser, de structurer, et je dirais même de s'adapter. Ce n'est pas à ces activités de s'adapter à la ville. C'est à la ville de s'adapter à ces activités et de créer une dynamique autour d'elle pour qu'elles puissent continuer de jouer leur rôle. D'accord. Alors aujourd'hui, si on doit parler en termes de perspective, il y a eu donc une reddition de comptes, premier numéro donc sous la bannière de M. Luc Nyakadia, qui est d'ailleurs là pour 7 ans. Et donc, comment voyez-vous Cotonou en termes de perspective? Alors, je suis peut-être pas la personne la mieux indiquée pour parler de ça. On dit enfant, nous sommes à Cotonou, j'espère que tout le monde comprend un peu fond. À Tanon de Tamiton Phare. C'est ça. C'est ça. Donc, pour traduire, je suis là pour faire la promotion. Le vendeur de pain. Voilà. Il dira jamais que son pain est froid. Donc voilà. Le pain est toujours chaud. Chaud. Même si, après vous vous rendez compte que c'est beaucoup moins chaud que vous le constatez. Alors, moi, je suis ici pour faire la promotion de l'action municipale et donc de l'action du maire. Et donc, je préférerais laisser les personnes pour lesquelles le maire agit juger, apprécier d'elles-mêmes. Mais ce que je peux vous dire, en ayant vu et en étant témoin de toute la dynamique qui est en cours, ce que je peux dire, c'est que Cotonou va changer d'échelle. C'est-à-dire d'ici à l'horizon 2030-2033, Cotonou ne sera pas la même ville. C'est-à-dire que de nouvelles dynamiques sont en cours, sont en train d'être mises en place. Je vous laisse le temps de l'apprécier. L'agenda de la ville va être dévoilé dans les semaines à venir et les habitantes et les habitants de Cotonou auront le temps d'apprécier ce qui est prévu pour la transformation de cette ville-là et les modalités de la mise en œuvre de cette transformation. Pour ce qui est de la reddition de comptes et donc des questions de lutte contre les inondations, les perspectives sont de deux ordres. La première perspective, c'est de faire en sorte, et c'est en cela que je vous remercie d'avoir initié cette émission, c'est de faire en sorte que le pacte citoyen soit vulgarisé le plus possible. Que chaque habitant de Cotonou prenne connaissance du pacte citoyen, s'approprie les engagements que la population qui était représentée ce jour-là a pris et de s'imprégner des engagements que la mairie a pris également pour que cette question des inondations puisse être gérée de façon efficace. Donc, mieux communiquer de façon large sur le pacte citoyen. La deuxième perspective, c'est le suivi de la mise en œuvre des engagements qui ont été pris de part et d'autre. Il y a un tableau de bord qui est... il y a un agenda qui est en train d'être finalisé et un tableau de bord au niveau de la mairie, j'entends, et pour donc la mise en œuvre des engagements que le maire a pris ce jour-là devant les Cotonoises et les Cotonois. Et donc, nos engagements seront tenus.
Reste maintenant aux populations de tenir leurs engagements et de mettre en place un dispositif de suivi de ces engagements-là, donc d'auto-évaluation à leur niveau à travers les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier, à travers les organisations de la société civile, les associations qu'on peut retrouver dans les quartiers, à travers donc tout ce dispositif, faire le suivi de la mise en œuvre des engagements communautaires pour que de façon, dans une grande synergie, nous puissions arriver à la situation dont nous rêvons tous, à savoir que l'eau n'est plus perçue désormais comme une menace, mais comme un allié pour le développement de notre cité commune. D'accord. Votre mot de fin? Non, vous remercier Benjamin Naoum pour cette initiative et remercier mais plus que remercier, féliciter les Cotonoises et les Cotonois pour les ambitions qu'ils ont pour leur ville. Parce que comme je vous le disais au début de cet entretien, ce qui nous a émerveillés, c'est de constater le niveau d'engagement des populations de Cotonou quant à la transformation de leur ville. Ils veulent que la ville se transforme, ils sont prêts et c'est un défi considérable qu'ils nous lancent et donc les féliciter pour cet état d'esprit et dire au nom du maire de Cotonou que l'administration municipale, en tout cas l'équipe qui est en place, se fait le devoir de se montrer à la hauteur de ces attentes-là. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bertrand Megbleto. Vous êtes chargé de communication du maire de la ville de Cotonou. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Diop Chikper, et à la présentation, Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite au programme à chacun et à tous. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3 Radio Cotonou, la voix des Cotonois.